Bonjour Maître Fabrice Bonnard. Bonjour. Nous commençons donc aujourd'hui une série d'entretiens qui vont permettre de mieux comprendre le statut juridique particulier de la Savoie. Pouvez-vous d'abord vous présenter et nous indiquer succinctement quel a été votre parcours professionnel et ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question épineuse de la Savoie sous l'angle du droit? Alors, je suis né en 1961 à La Défense. C'était prémonitoire pour l'avocat que je suis devenu. En 1989, je me suis inscrit au barreau de Paris. Préalablement, j'avais fait mes études à l'université Paris 5, où j'ai terminé par un diplôme de 3e cycle en droit et économie internationale, sous l'égide et sous la direction du professeur Guy Feuillère, qui est l'auteur du manuel de droit international public aux éditions Dalloz. Au départ, je n'étais pas programmé pour m'intéresser au droit international, et j'ai eu une première partie de carrière essentiellement consacrée au droit pénal. Vous amenez aux douanes, je crois. Voilà, au sein notamment du cabinet de Jean-Louis Pelletier, qui est un criminaliste. Et je ne me suis retrouvé en Savoie que par le hasard de la vie, des circonstances et d'un accident qui un accident de parcours personnel qui m'a amené à Vous faire une santé. refaire une santé en Savoie, où je suis arrivé aux alentours des années 2000. Je me suis véritablement consacré à l'étude du statut juridique particulier de la Savoie à temps complet qu'à partir de 2007, mais préalablement, je m'étais intéressé à des particularités de type procédural ou de type dérogatoire. Je savais qu'il existait un droit particulier de la Savoie, un peu comme en Alsace, il existe des règles spécifiques. Cependant, contrairement à ce droit alsacien qui est assez facile à trouver pour un professionnel, en revanche, comprendre le statut juridique particulier et spécifique de la Savoie m'a occupé plusieurs années lorsque j'avais un peu de temps, et je m'étais notamment rendu dans les bibliothèques de la Cour d'appel de Chambéry ou des barreaux, ou des archives départementales, afin de trouver des éléments. Ce n'était pas simple. C'est un droit qui a été discrètement mis de côté. Disons que c'est un droit qui existe, dont tout le monde sait qu'il a existé et que par certains côtés il existe encore, mais son accès n'est pas simple, c'est ce que je voulais dire. Même pour un avocat parisien ayant un parcours plutôt orienté vers l'international, puisque après avoir été collaborateur chez Jean-Louis Pelletier, donc en droit pénal la plupart du temps, je suis devenu avocat des douanes, et l'administration des douanes est une administration qui manie, contrairement aux autres, assez quotidiennement les réglementations internationales. Donc, 2007, je m'intéresse à temps complet au sujet à la suite d'une rencontre fortuite, puisque je viens de l'expliquer, j'ai cherché pendant des mois, et avec difficulté j'ai glané quelques informations, mais très parcellaires, et j'étais étonné de voir finalement que l'avocat parisien que j'étais n'était pas accueilli à bras ouverts, et qu'on ne trouvait pas normal, ou en tout cas qu'on ne me facilitait pas la tâche dans ma découverte de ce droit spécifique. Ce qui vous a conduit à une découverte importante qui a permis... Alors, en 2007, je fais une rencontre fortuite d'une personne qui a récupéré dans des archives familiales un dictionnaire des lois sardes qui était en vigueur en Savoie avant l'annexion par la France, qui s'est, je vous le rappelle, produite il y a 152 ans
au moyen d'un traité international qui est le traité signé à Turin le 24 mars 1860. Cette découverte de ce dictionnaire de loi Sard m'a ouvert des perspectives. Je me suis dit que si un dictionnaire récapitulait toutes les réglementations qui étaient en vigueur, il devait être possible de récupérer toutes les archives afin de nous faire une opinion complète et approfondie du sujet. Et cette personne qui m'avait donné ce premier livre m'a indiqué l'existence d'un monsieur Jean-François Catelin, qui aurait à sa disposition quelques ouvrages supplémentaires. Je me suis donc rendu chez cette personne qui m'a expliqué qu'elle détenait pas moins de 3 mètres cubes de documents dont une grande partie était de nature juridique. Alors c'était pendant le temps où vous exerciez en tant qu'avocat? Tout à fait. À Moutier. Après avoir exercé à Paris et suite à ces problèmes de santé, je me suis retrouvé en Savoie où je me suis réinscrit fin 2006 et au barreau d'Albertville. Au barreau d'Albertville, qui dépend de la cour d'appel de Chambéry. Et c'est à partir de l'élection de Nicolas Sarkozy et de la réforme de la carte judiciaire qui a été immédiatement mise en œuvre par Rachida Dati, que je me suis retrouvé contraint à plonger directement dans ces 3 mètres cubes d'archives, dans la mesure où la fermeture de la cour d'appel de Chambéry était programmée et que les droits que j'avais découverts permettaient d'imposer son maintien. Grâce aux réglementations internationales. Grâce au droit international. Alors ce qui est amusant d'ailleurs... Et au statut particulier de la Savoie. Ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est que à la suite de cette première action que j'ai menée, puisque j'ai distribué à la magistrature et à l'avocature locale les documents que j'avais récupérés, glanés au sujet de l'impossibilité juridique de fermer la cour d'appel de Chambéry pour des raisons de droit international, à la suite de cette distribution, effectivement... Juste une aparté, des droits internationaux qui étaient liés au statut particulier de la Savoie. Oui, en effet, la Savoie ne fait partie, n'a été intégrée au territoire national qu'en vertu d'un traité international, contrairement à la plupart des régions, départements français. C'est un traité international qui fait que depuis le 24 mars 1860, la Savoie est considérée comme faisant partie intégrante du territoire national français. Cela étant, la Savoie, avant que d'être annexée à la France, a été longtemps et pendant plusieurs siècles un État au sens du droit international de l'époque, mais en tout cas caractérisé selon les normes modernes, les critères modernes d'État, avec un territoire bien défini, cerclé par des frontières et des bornes implantées régulièrement tout autour de la Savoie selon un tracé qui fait l'objet également d'un traité international. En tout cas... C'est donc en vertu de ce traité que la cour d'appel de Chambéry n'a pas pu être fermée. Exactement. On est en 2007, la réforme de la carte judiciaire est la première réforme qui est mise en œuvre, et la cour d'appel de Chambéry est évidemment menacée, dans la mesure où le schéma directeur, c'est de ne maintenir qu'une cour d'appel par région et un tribunal de grande instance par département. Or, la région Rhône-Alpes compte 3 cours d'appel, Lyon, Grenoble avec un bâtiment qui était assez moderne et opérationnel et venait d'être construit, et cette vieille cour d'appel de Chambéry qui était évidemment menacée de fermeture, ainsi que plus d'une demi-douzaine d'autres, puisque tous les doublons risquaient d'être corrigés. Concernant
la région Rhône-Alpes. Il y avait donc un triplon, et la cour d'appel de Chambéry était menacée à titre principal, puisque c'était la plus petite cour d'appel, la plus ancienne et la moins opérationnelle au niveau des bâtiments et des critères modernes des bâtiments des enceintes judiciaires. Oui, on est... Pardon ? En fait, grâce à ce traité particulier de la Savoie, toutes les cours d'appel de France ont pu être... Oui, ce qui est amusant, c'est que donc, pour résumer, je ne m'engage vraiment, véritablement, avec des documents à l'appui que je suis en train d'éplucher et de découvrir et de comprendre, mais je les comprends déjà suffisamment en 2007 pour alerter en ma qualité d'avocat, finalement, de la France, puisque la France m'avait fait l'honneur de me confier la défense de ses intérêts au niveau douanier. Je me fais un devoir que de signaler aux autorités françaises qu'il y a un problème de droit à la fermeture de la cour d'appel de Chambéry, et je suis suffisamment étayé par des pièces que je fournis pour être entendu, et qu'en l'espace de quelques heures, la fermeture de la cour d'appel de Chambéry soit déprogrammée, et vous constaterez que finalement, une poignée de personnes habitant la Savoie, ayant trouvé un avocat venant mettre sous les yeux l'évidence de la preuve d'un droit au maintien de la cour d'appel de Chambéry, vont réussir à faire plier le gouvernement français et à faire échouer cette fermeture de la cour d'appel. Vous remarquerez d'ailleurs que ce combat a pu bénéficier à l'ensemble des régions françaises, puisque la cour d'appel de Chambéry ayant été maintenue et le triplon ayant été validé, on a abandonné le projet de fermer une cour d'appel sur deux dans les régions où il y en avait plusieurs, et de fait, la réforme de la carte judiciaire a accouché finalement d'une réforme des tribunaux. Aucune cour d'appel française n'a fermé. Pourquoi ? Grâce au maintien de la cour d'appel de Chambéry, lui-même... Et votre action auprès de... Bien sûr, lui-même maintient, découlant du statut juridique particulier de la Savoie et du statut qui découle d'un traité international, le traité de Turin du 24 mars 1860. À l'époque, la question n'est pas celle qui se pose aujourd'hui, car la série d'entretiens que nous allons avoir, elle a pour objectif de démontrer l'abrogation du traité d'annexion du 24 mars 1860, c'est-à-dire en réalité de démontrer que la Savoie a retrouvé de droit une pleine souveraineté qu'elle a eue pendant des siècles. Simplement, par l'effet du droit international, pour le coup moderne, eh bien, il y a un problème juridique d'abrogation pure et simple de ce traité d'annexion de la Savoie, ce qui engendre des perspectives considérables en ce qui concerne ce qu'il convient d'envisager comme système juridique légal, légalisé, normal, incontestablement en vigueur sur ce territoire, et concernant une population qui représente quand même plus d'1 million de personnes, 1 300 000 personnes, si on intègre la Savoie et la Haute-Savoie. Dans ces entretiens, quand on parlera de la Savoie, on parlera de la Savoie historique, c'est-à-dire... La Grande Savoie. Oui, dans tous les entretiens que nous aurons, il faudra comprendre, lorsque j'utiliserai le terme Savoie, que je parle des deux départements 73 et 74, qui ne sont d'ailleurs devenus des départements français qu'en vertu du traité d'annexion du 24 mars 1860, qui dans son article 1er spécifiait que la Savoie historique serait administrée par la France sous la forme de 2 départements. Alors, cette première